La sœur d'Henry VIII, Mary, ne s'entendait pas avec Anne Boleyn, et leur querelle éclata en un bain de sang en 1532. En un instant, un courtisan gisait mort, et tout était de la faute de Mary. La maison des Tudors avait plus que sa part de figures scandaleuses. Des nombreux mariages d'Henri VIII aux intrigues captivantes de la cour d'Élisabeth Pym, peu se souviennent de l'histoire tortueuse de Mary Tudor, la princesse anglaise qui devint brièvement reine de France. Mary naquit à une époque faste pour la maison des Tudors, lorsque son père, Henry VII, épousa sa mère, Élisabeth d'York. Ce mariage réconcilia enfin les factions rivales de la guerre des Roses. Les parents de Mary eurent bien de nombreux enfants au fil des ans, mais elle fut l'une des 4 seules à survivre à l'enfance. En tant que Benjamin de cette petite famille fragile, le père de Mary la gâta énormément. Bien que le roi Henry fût en proie à d'énormes difficultés financières, après des années de batailles incessantes, il couvrait Mary de cadeaux à un degré presque excessif. Lorsqu'elle n'avait que 6 ans, Henry offrit à sa petite princesse sa propre maison, avec un personnel comprenant plusieurs dames de compagnie, un professeur et un médecin. Pourtant, alors qu'Henry VIII faisait tout pour offrir à Mary une enfance glorieuse, un chagrin d'amour se profilait à l'horizon. En 1502, la petite famille royale de Mary devint encore plus réduite. Arthur, prince de Galles, était le garçon en or de la fratrie Tudor, surtout après son mariage avec la princesse Catherine d'Aragon. Puis, soudainement et mystérieusement, il tomba malade et mourut en 1502, alors que Mary était encore une petite fille. La femme moelle fut frappée par le chagrin, mais la douleur ne s'arrêta pas là. Cette même année, sa mère, Élisabeth, était de nouveau enceinte et donna naissance à une petite fille. Sa joie se transforma presque immédiatement en douleur. L'enfant ne survécut pas et Élisabeth contracta bientôt une infection brutale et fatale. Cette série de pertes laissa Mary dévastée. Mais la réaction de son père fut véritablement troublante. Henri VII, tellement accablé, se replia sur lui-même et devint gravement malade. Soudain, Mary dut non seulement faire face à la mort de sa mère, mais elle se retrouva également complètement isolée de son seul parent restant. Le chagrin qui suivit, après la perte successive de son frère et de sa mère, eut un effet dévastateur sur Mary. Elle devint le reflet de la douleur de son père. Au cours des 5 années suivantes, sa santé se détériora considérablement, et elle commença à se plaindre de toute une gamme de symptômes, allant de douleurs abdominales à des maux de tête. À cette époque, les Tudors étaient puissants, mais ils allaient bientôt devenir tristement célèbres, car l'un des frères et sœurs de Mary était son frère aîné, Henri, futur roi Henri VIII. Les deux étaient très proches, n'ayant que 4 ans d'écart. Au lieu de chercher à se remarier, Henri VII porta son attention sur Mary et Henry. Après la mort d'Arthur, Catherine d'Aragon était devenue veuve, et le roi ne vit aucun problème à la fiancer à son fils cadet, Henri. Quant à Mary, elle n'était encore qu'une jeune fille, mais son père avait un projet encore plus troublant en tête. En 1506, Henri VII conclut un accord avec Philippe Ier de Castille, fiant Mary à l'héritier castillan, Charles. Henri VII mourut de la tuberculose en avril 1509, alors que Mary n'avait que 13 ans. Désormais, elle n'avait plus que son frère Henry pour compter sur lui. En 1509, le tout nouveau roi Henry VIII monta sur le trône d'Angleterre. Mais si Mary pensait que le couronnement de son frère apporterait de la stabilité à sa vie, elle se trompait lourdement. En 1513, Henri annula les fiançailles de sa sœur et la fiança à un parti plus avantageux, le roi Louis XII de France. L'Angleterre et la France étaient en conflit, et Henri pensait que sa sœur pourrait adoucir un accord de paix. Louis XII était un homme endurci par les batailles,
et bien plus âgée que Mary. Alors qu'elle avait 18 ans, pleine de jeunesse, il en avait 52. Pour ne rien arranger, il avait déjà eu 2 reines et n'avait toujours pas l'héritier mâle que tous les rois européens désiraient ardemment. Lorsqu'il posa les yeux sur la légendairement belle et charmante Mary en personne, le roi la qualifia apparemment de nymphe descendue du ciel. Après la perte de sa mère, Mary s'était beaucoup rapprochée de sa gouvernante, Joan Vaux, qu'elle appelait affectueusement Mère Guildford. Vaux fut d'un immense réconfort tout au long de l'adolescence de Mary, mais sa présence ne fut pas toujours bénéfique pour les Tudors. Le 9 octobre 1514, la jeune Mary épousa son mari vieillissant, scellant leur union lors d'une cérémonie royale en tant que 3e reine de France. Ce jour-là, elle avait Mère Guildford à ses côtés, et pas moins de 4 demoiselles d'honneur. Malgré ses luxes, Mary était misérable. Elle mit alors au point un plan audacieux. Juste avant son mariage, Mary avait écrit une lettre désespérée à Henri VIII. Dans celle-ci, elle le força à lui faire une promesse. Elle resterait avec son mari décrépit pour le moment, mais lorsqu'il mourrait, elle pourrait épouser qui elle voudrait. Henri accepta, mais c'était un pacte qu'il regretterait presque immédiatement. Tous ceux qui connaissaient Mary disaient qu'en plus de sa grande beauté, elle était aussi très vive. Elle aimait participer à des mascarades et danser, et elle essayait même de tirer le meilleur parti de son nouveau mari. Selon la légende, lorsqu'elle rencontra Louis pour la première fois, la jeune fille le salua en lui envoyant un baiser. Quelle personnalité! Lorsqu'elle voyagea en France, Mary eut un réveil brutal. Joan Vaux était son réconfort sur le chemin, mais à leur arrivée, il devint clair que Louis détestait cette femme. Il se plaignit qu'elle ne les laissait jamais seuls un instant. Dans un étalage de pouvoir absolu, Louis renvoya Joan en Angleterre. Non content d'avoir simplement chassé la mère de substitution de sa femme, il bannit également la plupart du personnel anglais de Mary. Compréhensiblement, Mary était à la fois dévastée et furieuse. Pourtant, elle ne savait pas qu'un autre coup du sort l'attendait. En fin de compte, le mariage de Mary fut aussi court que désastreux. À peine 3 mois après leur union, le roi Louis XII mourut. Mary ne perdit pas de temps pour reprendre le pouvoir sur sa vie. Bien que l'absence d'héritier pour le trône de France l'ait laissée sans pouvoir dans ce pays, elle avait encore un atout dans sa manche. L'accord qu'elle avait conclu avec son frère Henri. Veuve, elle pouvait désormais épouser qui elle voulait, et elle avait déjà quelqu'un en tête. Avant de devenir une reine réticente, les historiens pensent pas que Mary avait déjà un œil sur le premier duc de Suffolk, Charles Brandon. Grand et athlétique, Brandon était également l'un des amis les plus proches de son frère Henry. Bien qu'Henry appréciât Brandon, il savait qu'il y avait des hommes plus puissants pour sa sœur et n'était pas prêt à la laisser épouser un simple duc. Au lieu de cela, Henri porta son attention sur le nouveau roi de France, François Ier. C'était une idée controversée, étant donné que François était déjà marié, alors que François attendait avec impatience la mort de sa femme malade pour pouvoir épouser Mary. Il s'occupa également d'une autre tâche, mettre la princesse Tudor sous surveillance. Il fit surveiller Mary comme un faucon pendant des mois pour s'assurer qu'elle n'était pas enceinte, car tout bébé serait un rival pour le trône. Lorsqu'il fut temps pour Mary de rentrer en Angleterre après les funérailles de son mari royal, Henri VIII commit une erreur fatale. Il envoya le séduisant Charles Brandon pour la récupérer et l'accompagner chez elle. Quand Brandon vint chercher Mary en France, la rebelle Tudor mit son plan en action. Malgré la promesse qu'elle avait faite à son frère, elle convainquit rapidement Charles qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Selon les lettres de Brandon, ses méthodes de persuasion impliquaient beaucoup de larmes. Les amoureux se marièrent en secret juste avant de quitter la France.
exactement comme il n'était pas censé le faire. Il n'y avait que 10 invités présents, dont le nouveau roi François Ier, qui voulait apparemment s'assurer que Mary parte pour de bon. Il s'avère que Charles Brandon n'était pas exactement l'homme idéal que Mary pensait. Il s'était marié 2 fois auparavant, et ses unions n'avaient pas eu de fins heureuses. Son premier mariage avec Margaret Neville fut rapidement déclaré nul, tandis que son second mariage avec Anne Brown, qui donna naissance à 2 filles, fut également un mariage secret. Quand le couple rentra chez lui et annonça la bonne nouvelle, Henri VIII était absolument furieux. Il n'était pas connu pour son calme et sa sérénité, mais il avait aussi une raison légale d'être en colère. Épouser une princesse sans la permission de son roi, c'est de la trahison. La vie et le mariage de Mary étaient en jeu. La peine pour trahison était l'exécution, et Henri dut sérieusement réfléchir à ses prochaines actions. S'il laissait les amoureux rebelles s'en tirer, il aurait l'air faible. Mais s'il punissait Charles, il perdrait son ami et briserait le cœur de sa sœur. Finalement, Henri trouva une solution ingénieuse. Il infligea à Mary et Charles une amende exorbitante et exigea que Mary lui rende sa dot et tous les cadeaux coûteux que Louis XII lui avait offerts pendant leur bref mariage. Une fois qu'ils eurent accepté les termes de leur punition, Mary et Brandon célébrèrent une seconde cérémonie de mariage à Greenwich Hall, à Londres, en présence d'Henry VIII et du reste de la cour anglaise. Henry était si satisfait de l'union qu'il réduisit même leur amende. Peut-être considérait-il cela comme un cadeau de mariage. À la fin des années 1520, Henry se lassait notoirement de Catherine d'Aragon, tout en devenant très épris d'Anne Boleyn. Mary était fermement dans le camp de Catherine, et pas seulement parce que la reine était son amie de longue date. Il se trouve qu'elle détestait également Anne Boleyn. Les tensions étaient vives à la cour d'Henry, et tout culmina dans une violente émeute. En 1532, l'un des partisans d'Anne Boleyn tua un homme de l'entourage de Mary et Brandon. Au début, on considéra cet incident malheureux comme une querelle privée entre les 2 hommes. Mais bientôt, la sombre vérité éclata. Un homme gisait mort, et la tragédie remontait directement à Mary Tudor. À mesure que la poussière retombait, les gens commencèrent à expliquer que tout ce duel avait commencé parce que Mary avait tenu des propos injurieux contre Madame Boleyn. En 1533, le pire cauchemar de Mary se réalisa. Après des années à essayer de soutenir la cause de son amie Catherine d'Aragon, Henry épousa publiquement Anne Boleyn, et Mary avait perdu la partie. Elle perdit plus que cela cependant. La lutte avait eu un impact sur elle, et ses problèmes de santé commencèrent à s'aggraver. Après le couronnement d'Anne, Mary tenta de réparer les liens avec son frère. Espérant une réconciliation, elle lui écrivit une lettre. Dans celle-ci, elle lui confia franchement qu'il lui manquait et qu'elle voulait le revoir. Peut-être savait-elle que la fin était proche. Dès 1515, Mary et Charles Brandon commencèrent à agrandir leur famille. Et quand Mary donna naissance à un garçon, elle le nomma même Henry, en hommage à son frère bien-aimé. Dans les années suivantes, son foyer s'agrandit régulièrement avec l'arrivée des filles Frances et Eleanor. À ce stade de sa vie, Mary Tudor connaissait intimement la tragédie. Mais rien n'aurait pu la préparer à ce qui se passa en 1922. Son fils aîné et héritier, Lord Henry Brandon, mourut à l'âge de seulement 6 ans. Une fois de plus, la dévastation et le choc eurent des effets terrifiants sur la santé de Mary, dont elle avait plus que jamais besoin. Lorsque Catherine d'Aragon donna naissance à une petite fille en bonne santé en 1416, elle rendit hommage à Mary en lui donnant son nom. Certes, après quelques sombres rebondissements, l'enfant devint connu sous le nom de Bloody Mary. On ne peut pas tout gagner. En 1528, Mary contracta une maladie de sueur dont elle ne se remit jamais vraiment.
ce qui compliqua encore son histoire médicale déjà douteuse. Elle souffrait de fièvres récurrentes, de douleurs aux côtés et de nombreux frissons tout au long de sa vie. Mais, en 1533, sa maladie atteignit un point critique. Le 25 juin, Mary Tudor mourut, et les causes restent encore mystérieuses. Henry VIII organisa des funérailles somptueuses, dignes du rang de Mary. Ses enfants étaient là pour la pleurer, et ses belles-filles étaient si bouleversées qu'elles se frayèrent un chemin jusqu'à l'avant pour regarder les assistants descendre ses restes dans la crypte. Mary n'avait que 37 ans lorsqu'elle mourut, ce qui était relativement jeune, même à l'époque des Tudors. Pourtant, compte tenu de sa santé chronique, les historiens ont eu du mal à comprendre exactement ce qui l'avait tuée. Les experts ont suggéré des maladies, allant de l'angine de poitrine à la tuberculose, en passant par l'appendicite ou même le cancer. Quoi qu'il en soit, ce fut une perte tragique pour la maison des Tudors. Mais l'histoire de Mary ne s'arrête pas là. Des siècles après sa fin tragique et rapide, un groupe étrange de nobles anglais et de femmes déterrèrent ses restes et ouvrirent son cercueil dans un épisode véritablement étrange. Ils prirent des mèches de ses cheveux, un exemple précoce de la manie des Tudors qui a persisté au fil des siècles depuis cet incident bizarre. Merci d'avoir regardé History Exposed. Si vous aimez découvrir les meilleures histoires de l'histoire, aimez et abonnez-vous pour continuer à explorer avec nous. N'oubliez pas de visiter notre page principale, Factat, pour plus de faits incroyables sur tout.